Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage bien sûr, avec encore une fois des thématiques intéressantes cet après-midi autour de nos chroniqueurs politiques. Nous allons parler élection des sénateurs et des gouverneurs des provinces, pourquoi pas aussi de vice-gouverneurs, et la question centrale autour de cette thématique sera: est-ce un modèle électoral qui favorise une corruption à grande échelle? Comme vous le savez, dans un communiqué, la Commission électorale nationale indépendante a affirmé avoir été saisie des actes de corruption de certains prétendants candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces auprès de certains députés. Quelle analyse faire de cette dénonciation de la centrale électorale? Les modes d'élection seraient à la base de cette corruption à grande échelle? Ce sera ça la question. Et puis, élection des gouverneurs, toujours, le vote est-il plus politique que personnel? Puisqu'apparemment, il y a des mots d'ordre que les députés ou les élus provinciaux, le grand électeur comme on les appelle, reçoivent des partis politiques. Alors, un député provincial doit-il être redevable au peuple ou aux partis politiques? Ce sera vraiment des questions que nous allons tenter de poser à nos chroniqueurs politiques. Nous avons déjà un avec nous, Dominique Kadisha, qui est donc porte-parole de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout à fait. Alors, avec l'espoir de nous faire rejoindre par d'autres politiques, mesdames et messieurs, c'est parti pour ce numéro d'ici direct. Allez. Et dans un communiqué, la Commission électorale nationale indépendante dit avoir été saisie des actes de corruption de certains prétendants candidats aux sénatoriales, mais également aux élections de gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces auprès de certains députés provinciaux. Alors nous allons faire une analyse sur base de ces communiqués de la CENI. Est-ce le mode d'élection qui serait à la base, en tout cas, de cette corruption? Déjà, M. Dominique Kadisha, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Déjà, est-ce que vous êtes politique au sein de votre quartier général du parti politique? Vous avez des actes de corruption ou vous êtes au courant de ces actes de corruption qui viseraient les députés provinciaux? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Dire que nous sommes déjà au courant pour le cas de corruption, moi je dirais non. La CENI nous a tous réveillés par ce communiqué-là. Nous l'avons appris de la CENI, qui paraîtrait qu'il y a quelques candidats sénateurs ou gouverneurs qui sont déjà en train de voir comment corrompre les grands électeurs, comme nous les appelons ici. Oui. En fait, dans le droit, l'infraction de la corruption, c'est une infraction complexe. C'est une infraction où il faut frapper les corrompus et les corrupteurs. Tout à fait. Et je vous dis, ce n'est pas facile. Parce qu'ici, moi, je suis en train de réfléchir quel est le mécanisme que la CENI va mettre en place pour détecter les cas de fraude. C'est vraiment difficile. Parler peut-être de mode d'élection de sénateurs et de gouverneurs, moi je pense qu'il est aussi difficile à ce stade ici de parler directement d'une réforme, parce que nous connaissons tous qu'un député national est élu par circonscription électorale, par le peuple direct, mais un sénateur est élu par des grands électeurs, donc nous parlons ici des élus qui sont les députés provinciaux. Donc, à ce stade ici, ça me fait très mal. Nous connaissons que la chaîne est connectée au niveau international. Nous sommes suivis partout. Parler de la corruption déjà des grands électeurs dans notre pays, moi je trouve que c'est une honte. Nous sommes en train de jeter l'opprobre sur nos élus, d'autant plus que nous les appelons les grands électeurs, et que celui qui est vraiment grand, s'il peut se laisser corrompre facilement, et moi je pense qu'on ne peut pas aussi avoir des dirigeants sur base de la corruption. Et nous, chez nous à l'Union sacrée, il n'y a même pas un mot d'ordre dans ce sens-là. Ici, nous savons qu'un sénateur
il doit aussi battre campagne devant les grands électeurs. Oui. Et c'est à eux maintenant de voir quelle offre que le sénateur est en train de les amener, afin qu'ils puissent se décider qui peut être élu ou pas. Donc c'est un peu ça. Alors, voilà, vous parlez que ça sera compliqué même pour la CNI, les mécanismes à mettre en place pour en dénicher s'il y en a justement ces corrupteurs ou ces corrompus-là. Et ce que j'aime, c'est quand vous parlez que c'est nos propres quand même qu'on lance aux élus, de dire que les représentants du peuple sont quand même corruptibles. Maintenant, la CNI a alerté comme ça, la justice peut commencer ses enquêtes et tout. Parlons maintenant de cette deuxième branche de la thématique, vous l'avez effleuré un tout petit peu. Est-ce que ne voyez-vous pas que c'est quand même les modes d'élection qui seraient à la base de ça? Parce que c'est quand même un petit nombre qui se réunit et puis qui élisent les sénateurs ou les gouverneurs, et vice-gouverneurs aussi. J'ai réfléchi longtemps sur ce mode d'élection. Lorsque nous parlons de sénateurs et de députés nationaux, oui. Écoutez, un député national est élu par le peuple et un sénateur est élu par les députés provinciaux. S'il faut condamner ce mode-là, moi je m'inscris en faux parce que nous sommes dans un système bicaméral. Donc, notre Parlement a 2 chambres, la basse et la haute chambre. Et vous allez voir même, parmi les matières à traiter, il y a des matières que l'Assemblée nationale seule peut traiter et d'autres matières que le Sénat ne peut pas aussi traiter. Par exemple, cette histoire de motion, de censure, de défiance contre les membres du gouvernement, le Sénat n'est pas habilité à les faire. Donc, à ce stade ici, chercher déjà à réfléchir dans le sens où on doit revoir, où on doit initier une réforme pour notre Parlement. Moi, je pense que ça ne peut pas passer parce que la matière que chacune des chambres peut examiner est réellement différente. Donc ici, il n'y a pas question de chercher à lancer une réforme. Non, même pas à l'immédiat, non, mais dans la prochaine législature ou à l'avenir, quand on regarde le communiqué de la CNI, vous êtes politique, vous êtes dans ce monde-là, vous savez ce que vous vivez, vous n'allez pas le dire au micro. Est-ce qu'il n'est pas opportun, il ne serait pas opportun en tout cas, qu'on puisse revoir les modes d'élection ou les modes d'accession au pouvoir au niveau des du gouvernorat plutôt et des sénateurs? Moi, je pense que lorsqu'il faut réfléchir dans ce sens-là, carrément, il faut être clair, il faut chercher à faire disparaître l'une des chambres. Soit nous restons avec l'Assemblée nationale seulement, et le Sénat doit être dissout. Et souvenez-vous, nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016 lorsque cette histoire de Kengwandondo, vous savez comment est-ce que Kengwandondo avait sauvé la République, parce qu'on voulait vraiment balancer, on voulait vraiment maintenir Kabila au pouvoir, et Kengwandondo en tant que président du Sénat, il avait sauvé la République. Donc c'est important ce stade-ci que nous puissions réellement, s'il y a à corriger, on peut le corriger, mais maintenir les 2 chambres, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre avenir, beaucoup plus nous, acteurs politiques. Maintenant, on ne peut pas changer comment voter les sénateurs. Non, s'il faut changer, cela veut dire que nous allons pousser réellement que les sénateurs soient aussi élus par les souverains primaires. Oui. Et dans ces cas-là, dites-moi, lorsqu'il y aura vacances au niveau présidentiel, qui va assumer? Qui sera le suppléant constitutionnel du chef de l'État? Parce qu'ils seront tous élus par les souverains primaires. Et ça va poser un problème. Ça va poser un problème parce qu'ici, nous savons que en cas de vacances au niveau présidentiel, c'est le président du Sénat. C'est le président du Sénat. Mais lorsque nous voulons revoir cette histoire, cela veut dire qu'il y aura un peu de difficulté où nous allons voir le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, je ne sais pas, en cas dès qu'il y a vacances présidentielles, qui peut l'assumer
attention, lorsque vous avez un mandat direct, donc vous l'avez eu directement du souverain primaire, et que l'autre ici l'a eu de grands électeurs, là, il y a un problème. Tout à fait. Il y a un problème, mais il y a des matières très sensibles que nous ne pouvons pas réellement chercher à initier des réformes parce que nous risquons nous-mêmes de nous créer un jour de problème. Un président ou un président qui est en train d'assumer l'intérim, il vous dit non, moi j'ai été aussi élu par le peuple, donc je dois rester. Et il a le droit de rester. Mais lorsque nous mettons un président du Sénat, il a été élu seulement par 4 ou 5 personnes, pensait qu'il n'a pas vraiment à s'imposer à la chose. Et du côté des gouverneurs et vice-gouverneurs, n'y a-t-il pas urgence, pas à l'immédiat, mais à l'avenir, de penser quand on regarde la manière dont ça se passe au niveau des assemblées provinciales à RDC? Oui, là je pense qu'il est important que nous puissions vraiment réfléchir quant à ce, parce que nous trouvons que réellement les gouverneurs, ce sont nos dirigeants. C'est important que nous puissions revoir, que nous puissions un peu réfléchir, pas revoir, mais nous puissions réfléchir quel est le mode de scrutin, que nous pouvons peut-être voir dans la mesure du possible. Comment est-ce qu'un gouverneur peut être élu par le souverain primaire? Je pense qu'il y a un débat sur ça. C'est important qu'à la longue que nous puissions réfléchir. Nous, en tant que politiques, il est important que nous puissions réfléchir parce que nous sentons réellement que les députés provinciaux, écoutez, je ne suis pas contre lorsque vous êtes élu dans un parti politique, sur une liste d'un parti politique au regroupement, et qu'il est important aussi dans le souci d'harmoniser les candidatures à la base, déjà de faire un choix sur un candidat. Parce qu'attention, ce sont les élections de gouverneurs. En face de vous, vous avez une opposition. Tout à fait. L'opposition aussi ne vient pas en ordre dispersé. Non. L'opposition peut aussi s'organiser en disant non, pour que nous puissions réellement maximiser la chance. Nous devons avoir un seul candidat. Et c'est comme ça aussi, nous, à notre niveau, à l'Union sacrée, nous nous sommes dit, nous devons aussi nous organiser parce que l'Union sacrée a une charte. Nous devons nous organiser et présenter un candidat unique de l'Union sacrée. Moi, je pense qu'à ce stade-là, ce n'est plus encore une question de mot d'ordre, mais à l'interne, nous avons eu à faire un peu de toilettage technique et politique, et nous avons trouvé que on va y arriver sur ça. C'est important que nous puissions présenter un seul candidat. Alors, pour être large dans cette question de gouverneurs et assemblée provinciale, il y a également, et là on l'a vécu durant la dernière législature ou le dernier quinquennat du président Félix Tshisekedi, beaucoup de gouverneurs ont été victimes des motions de défiance qui venaient des assemblées provinciales. On s'est rendu compte que les gouverneurs sont plus redevables au Parlement provincial, au peuple des gouverneurs, non, des provinces. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un gouverneur peut vraiment être indépendant ou autonome de son assemblée provinciale? Le problème, ce n'est pas d'être autonome de l'assemblée provinciale. Le problème, il faut rester dans la logique où l'Assemblée nationale, en tant que les élus, ils ont droit, leur devoir régalien, c'est de contrôler l'exécutif. Ok. Et lorsqu'ils trouvent que l'exécutif ne sait pas respecter le principe de gestion, et il est important que les élus provinciaux puissent initier soit une motion d'interpellation, des fois il y a une motion de confiance, il y a une motion de censure. C'est à eux de voir dans quelles conditions ils peuvent initier une motion. Parce qu'on ne peut pas aussi laisser le gouverneur gérer comme s'il est en train de gérer une kiosque. Oui. Il est en train de gérer sa maison. Non, ça c'est l'affaire de l'État. Vous êtes en train de gérer toute une province. Donc vous devez respecter. Ce n'est pas pour rien. Le gouvernement provincial est investi par l'Assemblée provinciale. Et c'est pour que les élus puissent avoir un œil sur la gestion de la province. Donc ici, on ne peut pas arriver. Il est important, même si vous arrivez. Écoutez, les élus peuvent seulement voir que non, le gouverneur, il s'est mal coiffé. Il ne peut pas être gouverneur avec cette coiffure. Nous devons le mettre dehors. Ils sont dans leur mission en tant qu'élus. Est-ce que vous pensez qu'ils le font bien par rapport à ce qu'on a connu il y a 5 ans? Oui, par rapport à ce qu'il y a eu après 5 ans. Il y a beaucoup de provinces qui ont été secouées. Écoutez, nous étions dans une gestion composite. Nous étions dans une gestion composite où on avait l'FCC cash.
et qu'à un moment, certains gouverneurs élus sur la liste de l'FCC, ils s'est comporté comme de rois, ils ne voulaient pas respecter la hiérarchie, donc le président de la République, ils étaient à la merci de Kingakati chaque fois. Et il était important lorsque le chef de l'État avait déclenché l'opération, nous devons déboulonner, et c'était important d'aller déboulonner même dans des gouvernorats, dans des provinces où on trouvait que les gouverneurs n'étaient pas en mesure d'appliquer la politique générale du président de la République. Donc c'était vraiment normal que nous puissions assister à des motions comme ça. Donc, moi je pense que c'est un exercice démocratique. Oui. Lorsque cela est inscrit dans la Constitution, donc il est important que nous puissions se l'appliquer. Lorsqu'un député arrive à appliquer une disposition de la Constitution, moi je pense qu'il est dans ses missions, il est dans ses prérogatives. C'est important que nous puissions tenir compte de tout ça. Alors, le président de la République, chef de l'État, vous faisiez allusion, lui aussi avait dénoncé quand même cette manière. Il a jugé de barbare de pouvoir éjecter certains gouverneurs. Il est allé même à proposer à ce que prochainement, que les législateurs puissent revoir, on parlait du mot descriptant des gouverneurs, jusqu'au président peut commencer à nommer des gouverneurs. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une solution qui pourrait résoudre cette question? Le président de la République, il a réfléchi. Moi, je pense qu'il n'a pas tellement tort, mais c'est une proposition qu'il faut beaucoup aussi réfléchir sur ça. Ok. Parce que lorsque le président de la République nomme, on ne refuse pas. Cela doit être en harmonie avec la Constitution. Nous ne voulons pas ici que le chef de l'État puisse entrer en conflit avec la Constitution, parce que lui-même, il a juré de faire respecter les lois de la République. Donc, il est important que les députés nationaux puissent réfléchir par rapport à la proposition, à la réflexion du chef de l'État. Mais ici, nous disons, lorsque le chef de l'État nomme, je trouve que ça ne change rien. Mais même ici, lorsque vous voyez, lorsque vous lisez la Constitution, il y a une disposition constitutionnelle qui donne le pouvoir au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée provinciale, tout comme de révoquer un gouverneur. Donc, il n'est pas seulement important que nous puissions passer par des nominations, même si vous êtes nommé. D'ailleurs, nous connaissons tous qu'après les élections de gouverneurs, il y a l'application de l'article 80 qui parle déjà de l'investiture de gouverneur par une ordonnance du chef de l'État. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Oui. L'essentiel ici est de comprendre que lorsque vous êtes gouverneur, élu par les députés provinciaux, mais le chef de l'État a toujours ce pouvoir de vous révoquer parce que cela est inscrit dans la Constitution. Voilà, on va prendre l'autre branche de notre thématique. Nous continuons à réfléchir sur les élections des sénateurs et des gouverneurs des provinces qui vont intervenir. C'est beaucoup d'élections en même temps qui vont intervenir dans un avenir proche cette fois. On va parler de ce qui paraîtrait comme mot d'ordre, puisque souvent c'est Kinshasa qui semble tout simplement désigner ou élire les gouverneurs. Récemment, les députés provinciaux du Haut-Katanga, certains de l'IDPS et des RDF, du parti de Jacques Kabula Katwe, gouverneur de la province, ont été reçus par Augustin Kabouya, qui est secrétaire général de l'IDPS, et on parle déjà d'un mot d'ordre qui a un ticket gagnant, Jacques Kabula Katwe, gouverneur, et Martin Kazembe, qui est l'actuel maire de la ville de Lubumbashi, vice-gouverneur. Et là, aujourd'hui, on s'interroge, est-ce que c'est Kinshasa qui connaît tout le besoin des provinces, de l'ensemble des provinces, et c'est Kinshasa qui est censé décider? C'est quand même une démarche politique. Monsieur Dominique Kadisha, vous êtes porte-parole de l'Union Sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, le ticket gagnant, Jacques Kabula Katwe, Martin Kazembe, a été choisi par Kinshasa? Merci beaucoup pour cette question. Si je m'attendais à cette question, je voulais un peu recadrer une chose. Jacques Kabula Katwe, son excellence, et son fils qui est Martin Kazembe, ils sont tous deux
candidat de l'UDP Tshisekedi est allié. C'est en cette qualité que le secrétaire général de l'UDP Tshisekedi est allié les avait reçus. Ça, c'est important. Non, mais Jacques Kabouya, il est secrétaire général de l'IDPS uniquement, pas allié. Voilà. Nous connaissons que l'IDPS a ses partis mosaïques, voilà, qui sont ARDV alliés, un regroupement, et des ADTC. Kaboula 8, donc ARDV a 8 députés. Provinciaux. Provinciaux. L'IDPS a 10. Et des ADC a aussi 8. Voilà les alliés de l'IDPS Tshisekedi. Il est très important en tant qu'acteur politique, en tant qu'information politique, d'organiser les élections que nous appelons primaires. Ils se sont tous rencontrés. Ils se sont dit, écoutez, nous en tant qu'une même famille, nous ne pouvons pas aller en ordre dispersé. Présentez vos ambitions. Il y a ceux-là qui se sont présentés comme candidats gouverneurs, vice-gouverneurs, ainsi de suite. Et la séance tenante, il y avait déjà ce que nous appelons les primaires à commencer. On a commencé à étudier chaque candidature ou chaque ambition. Vous voulez être candidat gouverneur. Pourquoi? Chacun s'est exprimé. Et la hiérarchie de l'IDPS, des ARDV et alliés et des ADC, ils étaient là. Ils étaient en train de faire du jury. Oui. Et on a compris ici que, par exemple, l'honorable Jean de Dieu Moulin dans le maillot jaune que je salue, lui il a dit par rapport à l'HK6, donc par rapport au site territoire, oui. Je ne me retrouve pas comme ça, je me retire, mais au profit de tel candidat. Lui-même, il a cité même les candidats. Vous voyez déjà? Et ceux-là qui s'étaient aussi présentés comme vice-gouverneur, on les a demandé aussi de faire une concession. On les a demandé si vous pouvez vous retirer. Faites une concession et présentez-nous qui peut être vice-gouverneur. Dès qu'on sent qu'ils n'ont pas su dégager cette concession-là, on les a mis tous de côté. On a évolué. C'était vraiment de la pire démocratie. Donc il n'y avait pas imposition. Et on n'a rien imposé. Je suis communicateur de l'Union sacrée. Je vous dis, j'étais à Kinshasa. Donc, on suivait l'évolution du débat à la loupe. Le secrétaire général Kabouya, il n'a pas imposé de dire que non, vouloir ou pas, moi je vous dis c'est Kaboula. Non. Vouloir ou pas, je vous dis c'est Kazembe Vice. Non. C'était autour d'une table. Okay. Il avait l'excellence Babaziv Bobo Maloulou, qui était aussi. On les a tous entendus. Donc, c'était de la... donc, on laissait que la démocratie puisse vraiment puisse transpirer. Quoi. Alors, vous êtes venu, vous étiez à Kinshasa, les gouverneurs aussi des rétos, vous avez quand même senti qu'il y avait des tumultes dans certains coins de la ville, qui avaient quand même des marches organisées, notamment à Machipicha. Certains membres de l'IDPS ne seraient pas d'accord de ces tickets, surtout quand il s'agit de M. Jacques Kaboula Katoué. Comment vous réagissez à ces tumultes-là? Même Dieu lui-même, est-ce que nous l'avons tous accepté? Dieu lui-même qui nous a amené le salut, est-ce que nous avons tous adhéré à ce salut-là? Et moi, je pense ici, en politique, on ne peut jamais avoir une candidature qui mette tout le monde d'accord. Vous êtes journaliste. Mais parce que vous n'allez pas me contredire. Il n'y a jamais une candidature, même dans nos églises. Il y a des fois, quelqu'un, on le voit comme pasteur, ouais. Mais tout le monde ne sait pas l'accepter. Mais au fur et à mesure, l'on va commencer à prêcher, il va commencer à chercher les esprits. Vous allez voir, mais ceux qui étaient contre, ils vont aller vite vers le pasteur pour qu'il cherche aussi certaines charges démoniaques. Donc ici, on ne peut pas dire que non, Kaboula doit mettre tout le monde d'accord, non. Mais quand même, nous sentons réellement que c'est l'homme qu'il faut pour le moment.
Comment ça? Parce que parmi ceux qui contestent, mettent en avant un tout petit peu son bilan qu'ils jugent un peu mitigé. Et c'est la particularité quand même de votre ticket. C'est que les deux sont aux affaires. Vous avez un qui gère la province et un autre qui gère la ville. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui des bilans qui promettent en tout cas un bel avenir de cette province ou de cette ville? Moi, je pense que nous étions tous témoins lorsque Kaboul est arrivé aux affaires. Lorsque Kaboul est arrivé aux affaires. Dire que Kaboul n'est pas un bilan, il faut être sorcier, il faut être haineux. Ça, c'est la haine contre l'enfant d'un papa, d'une maman. Est-ce que nous pouvons vraiment parler seulement politique? N'entrons pas dans des sentiments. Lorsque vous commencez à faire la politique avec le cœur, c'est ça les résultats. La politique, on l'a faite avec la tête. Il faut réfléchir. Lorsque Kaboul arrive, est-ce que Mukambo avait une morgue? Mukambo aussi. Ils allaient à Sakanya à 50 km. Mais aujourd'hui, allez à Mukambo, vous allez trouver que Mukambo a mené une morgue. Allez à Sakanya, il y a déjà la construction d'un stade. Sakanya n'a jamais eu un stade. Allez à Sakanya, parce que si je parlais de Lubumbashi, ils vous diront que Lubumbashi, ce n'est pas le Haut-Katanga. Oui. Mais je commence par les territoires. Il y a les 6 territoires, oui. Je commence par les territoires. Moi, chaque fois que le gouverneur s'est déplacé en ma qualité de communicateur de l'Union Sacrée, j'étais toujours dans sa suite. Et j'ai des réalisations, j'ai un bilan. Écoutez, nous sommes dans un pays où nous permettons même le quado parler politique. Les cordonniers aussi commencent à parler politique. C'est ça le problème. Ils vous parlent de bilan. Mais est-ce qu'ils ont eu le temps quand même de venir consulter nous les communicateurs? Ben parce qu'ils ont... Et qu'ils trouvent qu'on n'a pas la possibilité de leur présenter les bilans. Ils ont une sorte de jauge sociale. Ils voient au marché, ils se rendent au marché, ils voient comment les gens se plaignent de la rareté des choses, ils se plaignent des flambées des prix, surtout les produits de première nécessité, dont la farine de maïs et tout. Et quand vous regardez ça... Monsieur le journaliste, je suis vraiment très content avec vous. Car que Kaboul arrive aux affaires 2019, 2020, 2021, 2022 là, la farine coûtait combien? La farine coûtait 18 000 francs. Nous avons connu cette histoire de hausse de prix de la farine. Ouais, justement. C'est vers fin 2022 et 2023. Mais tout ça, ils rejettent en bloc. Non, on est déjà à plus d'une année. C'est ça la mauvaise foi. Et c'est ce que moi je suis en train de dire ici. On ne peut pas faire la politique de la haine. La politique de la haine, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Quand on payait la farine à 18 000 francs, c'était Jacques Kaboula. Ce n'était pas son grand frère, ce n'était pas son petit frère. C'était Jacques Kaboula. Lorsque Jacques Kaboula lance le village agricole, il voyait déjà ces dangers-là. Lorsque Jacques Kaboula lance des cantines, vente de maïs et de farine dans deux communes, c'est avec Jacques Kaboula. En fait, j'ai aimé dans Jacques Kaboula quoi? Il a dit, je n'ai pas tout fait, je n'ai pas tout terminé, mais quand même j'ai déjà commencé. Et avec ça, le chef de l'État a trouvé que c'est important que nous puissions consolider les acquis. Cela veut dire, l'homme qui maîtrise déjà les ABC de la province, c'est facile qu'il puisse directement nous proposer des solutions. Mais lorsque vous amenez notre gouverneur, le temps qu'il puisse s'imprégner des réalités de la province, la situation va encore s'empirer sur le terrain. Alors, c'est pourquoi nous avons trouvé que... Oui. Écoutez, c'est dans cette ville ici, chaque 11 juillet, on était menacé par les Katakatanga. Mais dans le 5 ans de Kaboula ici, l'homme il a réfléchi à fond sur cette histoire et on n'a pas assisté à ce théâtre. Voilà la personne qui est en train de nous amener la paix dans la province. Il a su maîtriser quelques bandits. Je ne dis pas ici qu'il a tout terminé, mais il a quand même réduit. Parce que vous ne pouvez pas me dire que l'opération, là où on mettait les gens dans des sacs, continue encore.
Jacques Kaboula, il a réfléchi, il a mis sur pied une coordination de coopération, une coordination des CCO là, CCO et entre pour renforcer un peu la sécurité. Donc, Jacques Kaboula revient comme gouverneur, non pas parce que lui-même veut être là, mais parce qu'après avoir fait une étude approfondie de la province, nous avons trouvé qu'il nous faut une solution profonde et non une solution cosmétique. Alors, dites-moi, vous étiez à Kinshasa, vous avez de loin peut-être assisté à ces primaires-là. Qu'est-ce qui a prévalu? Qu'est-ce qu'il a dit réellement à ceux qui étaient autour de lui pour arriver à les convaincre? Puisqu'ici on dit il a plus retouché les routes. Certes, il a lancé les villages agricoles, mais au finish, on s'est rendu compte que c'était à la fin, puisque les prix de la farine n'ont même pas bougé. Il est toujours à 60 000, ça s'est négocié entre 60 et 50. Dites-moi, qu'est-ce qui a prévalu au fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que lui prenne plus de boutons de plus que les autres? Très bien, ça c'est une question, je réponds. Je regarde où ici, là-bas. Bon, votre caméra est là. Voilà. La question est réellement mieux et bien posée. Qu'est-ce que Kaboula a dit qui a fait que lui puisse avoir un discours différent des autres? Tout à fait. Kaboula, je réponds, c'est le symbole de la cohabitation pacifique des communautés. Ça, c'est ça. Parce qu'il a réussi. La cohabitation pacifique des communautés. Dans le gouvernement Kaboula sortant, vous allez voir, il y a les gens de Tanganyika, il y a les gens de Lualaba, il y a les gens de Olomami, il y a les gens du centre, il y a les Kassaïens, ils sont là, il y a les gens de Kivu, il y a les gens de Okatanga. C'est ça, la cohabitation pacifique des communautés. Là, c'est la particularité de Jacques Kaboula Katoué. C'est ce qui m'a poussé, moi, homme politique majeur, d'être derrière cet homme. Parce qu'il ne réfléchit pas tribu. Il ne réfléchit pas la tribalité, oui, mais pas le tribalisme. Okay. Il y a différence entre la tribalité et le tribalisme. Tout à fait. Et lui, il est en train de réfléchir comme ça. La tribalité, oui. Mais d'abord, c'est cette cohabitation pacifique. Écoutez, la province du Haut-Katanga, c'est une province atypique. Il ne faut pas jouer avec cette province. Nous tendons déjà vers une province cosmopolite. Alors, il nous faut un gouverneur ayant un grand cerveau. Nous avons connu dans cette province des gouverneurs, une fois élus, ils ont mis de côté même les ressortissants de Lualaba à côté ici. En les disant, allez travailler chez toi là, il y a aussi tel service. Vous êtes journaliste, vous comprenez. Mais avec Jacques Kaboula, il a dit non, non. En dehors de tout ce que nous pouvons présenter comme tribu, tout ça, mais nous sommes tous Congolais. Voilà, est-ce qu'il va fédérer? Vous dites qu'il est le chantre, en tout cas, de cette cosmopolite-là, de toutes les communautés. Va-t-il fédérer? Parce qu'il est au courant que voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Va-t-il être le gouverneur de tous les Haut-Katangais? Écoutez, cet homme-là, vraiment, il a un grand cerveau, un grand cœur. Nous sommes dans notre réunion du Conseil provincial de l'Union Sacrée. C'est lui le président du Conseil provincial de l'Union Sacrée. Il a fait appel même à d'autres camarades qui l'ont ingéré dans le réseau, dans des chaînes de télé. Ils sont venus, il les a même donné des postes dans les conseils que non, au nom de l'Union Sacrée, vous êtes aussi membre de l'Union Sacrée, vous devez être avec nous. Voilà. Donc, l'homme, il est préparé en tout. Il est préparé en tout, vraiment en tout. Et le 5 ans de 2024-2028, je suis en train de réfléchir, de rédiger une proposition de loi. Je suis en train d'inviter d'autres acteurs politiques qui vont partager cette idée avec moi. Venons, réfléchissons, élaborons une proposition de loi que nous allons amener à l'Assemblée nationale. Bien sûr, ça sera endossé
par un député national pour que nous puissions travailler sur les statuts des anciens gouverneurs ayant été légalement élus 2 fois. Et c'est pourquoi j'ai fait la politique. Voilà. C'est pour réfléchir au-delà. Voilà. Kabila, une fois réélu, il a droit d'avoir un statut spécial. Mais les gouvernorats, il est entouré par moment des statuts des anciens dirigeants de cette province. Les gouvernorats, tel qu'est revu par l'ancien gouverneur, paix à son âme, Jean-Claude Kazembe, je crois. Nous allons chercher à amender tout ça. Voilà, alors on va finir avec une rubrique, c'est la rubrique carton. Je vous explique juste les contours. Vous avez 3 cartons. Donc le vert, c'est une sanction positive. Les jaunes, c'est un avertissement. Et les rouges, c'est une sanction négative à une personnalité politique par rapport à ces œuvres. Vous allez choisir un seul carton pour une seule personnalité. On prend ces transitions et on revient. Alors, monsieur Dominique Kadisha, vous avez compris les règles du jeu de la séance carton. Allez, vous avez quel carton et vous l'adressez à qui? Je prends le carton. Vous avez dit les verts, c'est pour? Les verts, c'est une sanction positive. Donc un je prends le vert, je l'adresse à son excellence Jacques Yabula Kato. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de la cohabitation pacifique. Voilà. Merci donc pour ce carton vert. Merci à vous, monsieur Dominique Kadisha. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'ici direct. On s'en excuse puisque d'autres chroniqueurs politiques n'ont pas répondu présent malgré leur accord jusqu'à la fin. Ici direct revient ce vendredi spécial 8 mars avec Christelle IASC. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Restez curieux sur nos programmes et au revoir.